Dina Bouzic, je suis interne en 8e semestre posté en Réachir je vous propose de vous présenter ce travail qui a été encadré par le docteur Rodriguez. Et donc on a intitulé Duel sous haute tension et je vous propose de lever tout de suite le suspense. Donc le cas clinique qui nous a inspiré, le contexte c'est le 2 mai. Donc changement de stage, d'interne, première garde et c'est Chloé qui est au réveil et qui prend la première garde. Et elle est amenée avec le reste de l'équipe à prendre en charge Madame J, qui a 64 ans, qui a dans ses antécédents une hypertension artérielle, une thyroïdectomie, donc les traitements, un traitement substitutif thyroïdien, traitement de l'hypertension artérielle, et puis elle présente donc le 2 mai céphalée et malaise qui motive l'intervention du SMUR. À leur arrivée, elle est Glasgow 15, elle est hypertendue à 192-111. Le reste des constantes est sans particularité et par contre, elle a une hémiplégie gauche notable à l'examen clinique. Pendant leur prise en charge, elle va se dégrader sur le plan neurologique avec une altération de l'état de conscience. Elle passe à un Glasgow 5. Les pupilles sont symétriques à ce moment-là et le SMUR décide de l'intuber sur des critères neurologiques avant de nous la transférer. Elle arrive au réveil, elle a une mydriase gauche aréactive, des dopplers transcrâniens qui ne sont pas vraiment altérés. Et par contre, Chloé va une première fois au scanner. Et voilà ce qu'il en ressort, une hémorragie sous-arachnoïdienne avec inondation tétraventriculaire, un volumineux hématome intraparenchymateux. Et on ne le voit pas sur cette coupe, mais je vous prie de me croire, un anévrisme termino-carotidien gauche. Donc vous l'avez compris, on va parler anévrisme cérébral et anévrisme cérébral rompu pour être plus précis. L'anévrisme cérébral, ça représente 1 à 2% de la population générale. L'hémorragie méningée, elle va survenir dans 80% des cas sur une rupture d'anévrisme. C'est une vraie urgence diagnostique mais surtout thérapeutique puisqu'il va falloir sécuriser l'anévrisme le plus tôt possible. Et pour ça, on a 2 traitements qui s'offrent à nous. Donc à gauche, le traitement classique est initialement proposé, le traitement chirurgical, donc chirurgie à ciel ouvert, où on va venir poser un clip au niveau du collet de l'anévrisme pour l'exclure et empêcher la recirculation au niveau de l'anévrisme. Et à droite, avec l'avancée des thérapeutiques, est apparue la technique endovasculaire avec un cathétérisme le plus souvent par voie fémorale, donc une voie percutanée. On va monter un guide jusqu'à la circulation cérébrale et jusqu'au niveau de l'anévrisme. On va libérer plusieurs coils, le but étant qu'il y ait une thrombose au sein de l'anévrisme et qu'il n'y ait plus de recirculation dans l'anévrisme. Quel est l'état des recommandations vis-à-vis de la prise en charge des anévrismes rompus? C'est des recommandations relativement récentes, 2012, avec quelques accords forts que je voulais reprendre avec vous. Le premier, c'est que le délai de sécurisation il doit être le plus court possible pour diminuer le taux de ressaignement. Le type de traitement il doit être choisi de manière multidisciplinaire et dans la majorité des cas, en tout cas dès que possible, il va falloir préférer un traitement endovasculaire. Mais on va le voir, dans certains cas, il va falloir préférer un traitement chirurgical, notamment si on a un hématome intraparenchymateux de plus de 50 ml ou si l'anévrisme est au niveau de la circulation sylvienne. Au contraire, on va préférer un traitement endovasculaire chez les patients plus âgés, plus de 70 ans, ou lorsque l'anévrisme est au niveau de la circulation postérieure, pour des raisons techniques pratiques, c'est qu'on a un accès qui est quasi direct par voie endovasculaire. Comment on en est arrivé à ces recommandations? Il y a 2 grandes études qui ont révolutionné la prise en charge et qui ont participé à l'essor de la technique endovasculaire. La première, c'est l'étude ISAT qui a été publiée la première fois dans le Lancet en 2002 qui a inclus plus de 2000 patients avec hémorragie méningée sur anévrisme rompu. Une étude qui est randomisée avec des patients qui ont été soit dispatchés dans le groupe avec traitement chirurgical, soit un traitement endovasculaire. Et ce que vous voyez sur ce graphe, qui est en fait un Kaplan-Meier qui représente la mortalité en pourcentage cumulé en fonction du temps, c'est qu'il y a un bénéfice au traitement endovasculaire avec une réduction de la mortalité à 1 an, et c'est un effet qui se maintient à 7 ans et qui reste significatif. La deuxième étude qui a suivi ISAT, c'est l'étude BRAT,
une étude américaine qui inclut un nombre de patients un peu plus modeste, un peu moins de 500 patients, également randomisés. Et ce qui ressort de cette étude, c'est qu'il y a un bénéfice également au traitement endovasculaire avec donc là l'odds ratio pour le clipping qui montre qu'il y a un risque relatif augmenté de mauvais pronostic à 1 an lorsque le clipping est choisi. Quel a été l'impact de ces études sur les pratiques? C'est ce qui a été montré avec cette étude. Et sur ce graphique, vous pouvez voir donc le taux de traitement en rouge, le taux de traitement chirurgical, en bleu le taux de traitement endovasculaire dans le temps. Et c'est assez sympa dans cette étude. Ils ont divisé donc en 2 parties. Ils ont fait une première période 2000-2002, donc avant la publication de l'étude ISAT, et une deuxième période 2004-2006 après la publication de l'étude ISAT. Et ce qui est frappant, c'est qu'on voit vraiment qu'il y a une explosion du taux de traitement endovasculaire. On passe en 2002 de moins de 2% de traitement endovasculaire à près de 20%, donc on multiplie par 10 le taux de traitement endovasculaire qui est proposé aux patients. Et en parallèle, on voit que le taux de traitement chirurgical ne fait que baisser entre 2002 et 2006. Et en 2002, alors que la majorité des anévrismes rompus sont clippés, eh bien en 2006, on est à 50-50 dans la prise en charge. Revenons à Madame J, puisque ce n'est pas la seule problématique qu'elle va poser, de savoir comment on va la traiter. Elle revient de son scanner et cette fois-ci, elle a une mydriase bilatérale aréactive. Et alors que les Dopplers n'étaient pas altérés initialement, cette fois-ci, il y a une adiastolie au Doppler. Donc il y a une osmothérapie qui est initiée rapidement et il est décidé de poser une DVE. À la pose de cette DVE, le liquide cérébrospinal est hémorragique, il est en jet. Et il y a une pique qui est posée dans le même temps, qui est à 35 à la pose. Et puis, malgré la pose de la DVE, on va garder des chiffres de pique qui vont rester élevés et globalement qui vont être aux alentours de 50. Donc Chloé, elle retourne une deuxième fois au scanner où il y a une augmentation des lésions et notamment, c'est pas frappant sur cette coupe, mais de l'hématome, une augmentation de l'effet de masse et la DVE qui est contrôlée ici qui est en place. À ce stade-là, vous faites partie de l'équipe qui la prend en charge. On va juste faire un vote à main levée, il n'y a pas de question piège. Qui aurait plutôt poussé vers un traitement chirurgical dans la décision collégiale? Donc, 2 personnes, 4, 5. D'accord. Et qui aurait plutôt poussé vers un traitement endovasculaire? Il y en a beaucoup qui s'abstiennent quand même, hein, qui laissent décider les chirurgiens ou les radiologues. Bon. Je ne vous dis pas tout de suite ce qu'on a décidé pour Madame J, mais on va plutôt poser la problématique de l'hypertension intracrânienne donc associée à l'hémorragie méningée. Donc je ne vous apprends rien. Qui dit hypertension intracrânienne dit diminution du débit sanguin cérébral et défaut d'approvisionnement tissulaire en oxygène. Cette hypertension intracrânienne, elle peut être due à plusieurs choses. Elle peut être liée à l'hydrocéphalie. Et là, les recommandations, elles sont claires. Il faut poser une DVE lorsqu'il y a une hydrocéphalie. Cette DVE, elle peut être amenée à se boucher. Là, en l'occurrence, on avait en plus chez Madame J un liquide clairement hémorragique. Et ce qui peut se faire également, c'est une thrombolyse in situ. Il faut juste garder en tête que thrombolyse in situ et traitement endovasculaire, ça ne fait pas bon ménage parce que le risque hémorragique est augmenté lié au fait qu'on va devoir utiliser un traitement antiagrégant et anticoagulant. Il peut être lié également à un hématome compressif, c'est notamment le cas de Madame J qu'on est amené à prendre en charge. Et la problématique qui va se poser, c'est celle de l'HTIC et d'une HTIC prolongée. On va être face à un dilemme dans la prise en charge puisque d'un côté, on a le traitement chirurgical qui va être plus long et qui va la durée de sécurisation de l'anévrisme va être plus longue avec un traitement chirurgical et donc on va avoir une HTIC qui va être prolongée liée à la durée de sécurisation. Et que de l'autre côté, si on opte pour le traitement endovasculaire, on va avoir un patient en position allongée pendant toute la durée de la sécurisation et ça aura donc un effet délétère sur notre patient, un effet délétère certain.
J'ai malheureusement trouvé rien dans la littérature qui compare la prise en charge des hémorragies méningées avec hypertension intracrânienne. Il n'y a pas de données sur la comparaison entre traitement chirurgical et traitement endovasculaire. Par contre, il y a des données sur hémorragie méningée et hématome intraparenchymateux. La prise en charge classique pour ce type de tableau, ça va être d'aller au bloc. Puisqu'il faut évacuer l'hématome, on va en profiter pour sécuriser dans le même temps l'anévrisme. Il y a des équipes qui proposent de plus en plus de faire de l'artérioembolisation première, donc de coiler l'anévrisme, de le sécuriser par ce biais avant d'aller au bloc pour évacuer l'hématome. Et c'est notamment le cas de cette étude américaine unicentrique, donc dans un centre de New York, où ils ont récolté entre 2000 et 2009 toutes les hémorragies méningées qui étaient associées à un hématome intraparenchymateux, mais patients chez lesquels la pression intracrânienne était contrôlée. Ils ont donc récolté 18 cas sur cette période et ils ont regardé quelles avaient été les pratiques dans leur centre. Il s'avère qu'il y avait 8 patients qui ont été traités de manière entre guillemets classique avec clipage puis évacuation d'hématome et 10 patients qui avaient bénéficié d'une artérioembolisation première, donc qui avaient été coilés avant d'aller secondairement au bloc pour évacuer l'hématome. Qu'est-ce qui ressort de cette étude? Eh bien, c'est pas surprenant. Ce qu'on peut voir, c'est que la durée de la procédure, elle va être plus courte avec le traitement endovasculaire, mais ça sans conséquence sur la morbimortalité des patients. Et par contre, je voudrais attirer votre attention sur un élément. On a ici la durée d'angiographie sur cette deuxième ligne, qui évidemment va être plus longue dans le traitement chez les patients qui vont être coilés, puisque l'artério, elle ne va pas être que diagnostique, elle va également être thérapeutique. Mais en moyenne, le patient il va passer 160 minutes sur la table d'artério et au minimum 83 minutes en position allongée. Donc chez un patient avec une hypertension intracrânienne, est-ce que c'est raisonnable de le laisser 80 minutes sur une table d'artério avec les effets délétères que ça va engendrer? C'est pas sûr. Revenons à Madame J. Donc, ce qui a été finalement décidé pour elle, c'est un traitement endovasculaire premier avant d'évacuer secondairement l'hématome. Elle arrive à 18h20 en radio interventionnelle. À ce moment-là, la pression intracrânienne n'est toujours pas contrôlée, elle est à 50. La DVE est occlude et elle a donc une deuxième cure d'osmothérapie qui est réalisée et une thrombolyse in situ pour tenter de liser le caillot et de faire en sorte que la DVE fasse son travail et draine de nouveau pour diminuer la pression intracrânienne. Voilà ce qui est fait. Donc vous avez l'artério ici. Ce qui est retrouvé, c'est donc cet anévrisme termino-carotidien gauche avec 5 coils qui sont mis en place au sein de l'anévrisme et une circulation sylvienne et cérébrale antérieure qui sont contrôlées en fin de procédure, donc des axes qui restent perméables. Elle sort de radioembolisation finalement à 19h50. Elle est transférée au bloc opératoire et à ce moment-là, la pique est à 90 et elle a une mydriase gauche. Donc ce qu'on voit, c'est qu'elle est restée donc 1h30 en artério. Le geste n'a certainement pas duré 1h30, mais en l'occurrence, il n'a certainement pas duré une demi-heure non plus. Et pendant tout ce temps-là, la pression intracrânienne, elle n'a jamais été contrôlée. On n'a jamais eu une pique en dessous de 50. Les suites sont malheureusement ensuite défavorables pour Madame J. Elle arrive au bloc à 20h10, à 20h30 incision. Il y a un saignement en G qui est constaté sur un probable ressaignement de l'anévrisme. Le débit est trop important et les chirurgiens ne peuvent pas sécuriser l'anévrisme, donc ils ne peuvent pas clipper et ils referment dans cet état. Elle présente un état d'HTIC réfractaire et donc un échappement thérapeutique et elle va décéder secondairement dans le service. Donc, devant cette patiente qui présente une HTIC sur une hémorragie méningée sur rupture d'anévrisme, qui présente des critères d'éligibilité à un traitement chirurgical premier, ça nous a fait poser la question de la place du traitement chirurgical dans notre centre, dans le traitement des anévrismes rompus à chaud. Et on a essayé de récolter donc les données. Les données qu'on avait, c'était de juillet à décembre 2015, 53 patients avec hémorragie méningée admis en réanimation, et un clipage sur ces 53 patients. Pour l'année 2016 complète, 0 clipage. Donc là, on se dit, est-ce qu'on est finalement le seul centre où les chirurgiens ont arrêté d'opérer les anévrismes à chaud?
c'est la question qu'on s'est posée, de savoir comment ça se passe ailleurs. Est-ce qu'on est une exception? Donc on a pu retrouver des données nationales par le biais de la cohorte de la NARF. Une cohorte, c'est une étude d'octobre 2007 à octobre 2009, où 24 centres ont participé, dont 10 centres de haut recrutement, donc avec plus de 100 hémorragies méningées par an recrutées, et au total 1809 patients qui ont été étudiés, analysés. Et sur ce diagramme, vous voyez donc en bleu majoritairement le taux de traitement endovasculaire de coiling qui est aux alentours de 50%, et finalement un taux de clippage qui est de plus d'un quart. Donc il y a plus d'un anévrisme sur 4 qui est clippé à chaud. Donc là, on a une première partie de la réponse, c'est qu'ailleurs on clippe. La deuxième question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'on est le seul centre ou est-ce qu'il y a des disparités? Et donc pour ça, on a mené notre petite enquête. On a contacté 25 CHU hors Île-de-France, avant le stage junior, courant mai 2018. On a eu un taux de réponse acceptable de 54%. Et la première question qu'on a posée à ces centres quand on a pu les contacter, c'est combien d'anévrismes à chaud clippez-vous en moyenne par an dans votre centre? Et là, c'est ce qu'on a essayé de faire apparaître sur cette carte de France. On a deux leaders, que sont Lille et Marseille, qui clippent beaucoup. Plus de 40 anévrismes par an, voire plus de 50. Ça représente jusqu'à 35-40% de leur taux de traitement. Ensuite, on a des centres un peu plus intermédiaires comme Dijon où ça clippe 20 à 30 anévrismes à chaud par an. Et puis, il y en a qui sont un peu comme nous, là, les petits points rouges un peu plus clairs, qui sont un peu comme nous, qui clippent moins de 10 anévrismes par an, voire moins de 5 à chaud. Même s'il y a des chiffres bruts d'anévrismes clippés par an qui sont élevés dans les centres tels que Lille ou Marseille, leur traitement premier, il est toujours préférentiellement endovasculaire. Il coille toujours en première intention. Et la deuxième question qu'on a posée, c'était puisque vous avez recours à un traitement endovasculaire en première intention, est-ce que si vous avez un patient avec une hypertension intracrânienne malgré pose de DVE, est-ce que ça change vos pratiques? Et là, on a la moitié à peu près qui nous a répondu oui, ça change nos pratiques. On va préférentiellement aller au bloc opératoire, clipper l'anévrisme pour le sécuriser. Et l'autre moitié qui nous dit non, ça ne change absolument pas nos pratiques. On ira à l'artério quoi qu'il arrive, même s'il y a une HTIC, et on misera tout sur le traitement médical maximal pour contrôler la pression intracrânienne. Et on a un centre, en l'occurrence c'était Caen, qui nous a dit nous on ne prend pas en compte l'HTIC, on raisonne plutôt en termes de localisation, territoire sylvien, clippage, circulation postérieure, artériaux, et puis si hématome par contre on va au bloc. En conclusion, je voudrais attirer votre attention sur plusieurs éléments. Donc, le premier, on l'a vu, il y a eu un essor incontestable du traitement endovasculaire dans la prise en charge des anévrismes à chaud. Ça, c'est lié au fait que la technique a beaucoup évolué, que les matériaux sont de plus en plus fins et que les opérateurs sont de plus en plus entraînés également. On a donc tendance à proposer en première intention un traitement endovasculaire sauf contre-indication. Mais on a l'impression que ces limites, elles sont en permanence repoussées et que finalement les contre-indications, elles sont, en tout cas dans certains centres, plus tellement prises en compte. En parallèle, on a des techniques chirurgicales qui ont très peu évolué et un débit de patients qui est proposé aux chirurgiens qui est très faible, qui fait poser la problématique de la formation des chirurgiens et du maintien des compétences. Quoi qu'il en soit, il faut que la décision du type de traitement elle soit multidisciplinaire, que tous les acteurs entrent en jeu dans la décision et que ce soit une décision qui soit centrée sur le patient et au cas par cas. Et en théorie, il ne faudrait pas que l'expérience des opérateurs entre en jeu dans la décision. Enfin, le dernier point, c'est ce qu'on vient de montrer, c'est qu'il y a des disparités dans les prises en charge, avec certains centres où ça continue de clipper, ça, on n'a pour l'instant pas de réponse à vous apporter, pas de raison sur la disparité de ces pratiques, mais ce serait intéressant de creuser.
Pour terminer, je voudrais remercier les centres qui ont participé à notre petite enquête, qui ont gentiment répondu au téléphone ou par mail. Un merci à Aurore qui m'a encadrée pour ce travail et à vous pour votre attention.